Ton prochain livre que j'ai ici, Excellence. Pourquoi as-tu écrit un livre nommé Maîtrise? Eh bien, pour être honnête avec toi, l'idée est venue vers l'année 2010-2009. Je commençais à m'inquiéter que les jeunes hommes qui lisaient Pouvoir et Séduction pensent que c'est tout ce dont ils ont besoin, mec. Je dois juste manipuler, je dois juste jouer politique, c'est ça réussir. Et je m'inquiétais que, tu sais, si tu ne comprends pas comment faire quelque chose, quel sera l'avenir de l'humanité? Les ponts vont tomber, les hôtels vont s'écrouler, les gens ne savent plus comment faire les choses, nous ne savons plus utiliser nos mains. Dac. Donc, être capable d'être bon avec les gens est extrêmement important en tant qu'animal social, mais peut-être plus haut dans la hiérarchie et de pouvoir faire des choses, d'avoir une grande compétence et de pouvoir créer quelque chose et savoir maîtriser un sujet et tu sais, construire quelque chose qui peut durer. C'est vraiment important et j'ai l'impression que parce que les jeunes, c'était en 2010, imagine maintenant, ils ont cette idée que tout vient vite et facilement parce que tu peux cliquer, cliquer, cliquer et les choses viennent à toi. Que tout dans la vie devrait être ainsi. Que nous nous éloignons du cerveau humain et de son fonctionnement. Parce que le cerveau humain a besoin de temps. Si tu sais comment fonctionne le cerveau, nous avons des voies neuronales. Et chaque fois que tu répètes quelque chose, un chemin neuronal est créé et renforcé et renforcé et renforcé. Nous devenons accros. Mais c'est aussi pourquoi nous développons des compétences. Donc si je suis là à tirer des lancers francs jour après jour, mon cerveau se connecte, il apprend cette compétence motrice, cette coordination main-esprit, et il devient de mieux en mieux à cela. Cela prend du temps, cela prend de la répétition pour construire ces chemins. Et j'explique avec maîtrise que tu atteins les proverbiales 10 000 heures, ce que certaines personnes contestent de nos jours. Donc c'est juste un nombre, ce n'est pas un fait. Tu as passé tellement de temps à apprendre quelque chose qu'il y a tellement de chemins. C'est comme ce paysage intérieur incroyable avec toutes ces connexions qui se font dans ton cerveau. Sois créatif. Maintenant, tu peux inventer des choses inédites. Tu peux jouer aux échecs mieux. Tu peux être Pelé au football ou Lionel Messi faisant des passes que personne n'avait jamais vues auparavant parce que tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as plus besoin de réfléchir. Ton corps fait juste ce qu'il veut. Imagine 20 000 heures, ce qui est possible, que les gens atteignent parfois dans certains domaines. Tu es presque un génie, tu es presque un surhomme, non? Si tu es quelqu'un qui est tellement accro à Internet, à obtenir des choses instantanément, tu ne peux pas dépasser 100 heures, encore moins 10 000. Tu ne développeras jamais de compétences et tu trouveras la vie vraiment, vraiment difficile. Donc j'ai écrit le livre parce que j'étais vraiment profondément inquiet que nous perdions une partie du fonctionnement du cerveau humain, quelque chose d'élémentaire de notre sagesse. La ligne directrice intéressante entre cela et le sujet que nous avons abordé dans Pouvoir et Séduction est qu'en apprenant à maîtriser quelque chose, on développe ce sentiment d'estime de soi et de confiance que nous recherchons pour être bons dans les premiers sujets mentionnés. Sur le sujet de la maîtrise, le premier chapitre de ce livre est vraiment la première question que beaucoup de gens posent, et cette question de trouver sa passion. Et j'ai toujours eu une relation difficile avec cette question parce qu'elle suppose parfois qu'il y en a une et qu'il faut la chercher quelque part. Dans le premier chapitre de votre livre, vous parlez de découvrir votre mission de vie. Pourquoi est-ce important? Est-ce la même chose? Trouver ta passion et ta mission de vie, c'est pareil. Non, j'ai juste enregistré ça hier sur mon propre podcast. J'ai fait une tirade sur le fait que ce n'est pas une question de passion. Ce n'est pas une question de trouver sa passion. En fait, je n'aime pas ce mot passion. Il me fait un peu grincer des dents parce que si on y réfléchit, la passion, pour réussir quoi que ce soit, nécessite du temps, des efforts, de l'ennui et de la monotonie. Prenons un exemple simple. Tu apprends à jouer du piano. Quand tu t'assois pour la première fois au piano, tu dois jouer ces airs vraiment insipides. C'est tellement ennuyeux, tu dois apprendre, tu sais, ce qu'ils appellent des exercices pour les doigts et des gammes. Apprends les gammes, etc. C'est pénible, mec. Si tu penses que ça doit être une passion, oublie ça, tu n'iras jamais loin. Le frisson vient après 1 an de pratique du piano et tu t'améliores. Mieux et mieux. Et maintenant, c'est amusant. Ensuite, 10 ans, c'est plus amusant. Puis 20 ans, c'est fantastique.
Je ne veux pas me vanter, mais l'autre soir, j'ai dîné avec Stevie Wonder. C'était la chose la plus incroyable que j'ai vue. J'aurais vraiment aimé l'interviewer pour mon livre. En parlant de génie, tu sais, et il est aveugle, évidemment. Tout le sait. Mais je le regardais, il a joué pour nous. Nous étions là-bas avec un groupe d'amis dans son studio d'enregistrement. Je le regardais jouer du piano, et il est aveugle. D'accord, et il improvise, et c'est absolument brillant et incroyable. En voyant cela, je me disais, je pouvais voir les milliers d'heures qu'il avait passées juste à toucher ses claviers et à savoir où sont les touches. Tu sais, c'était juste époustouflant. Époustouflant à quel point c'était incroyable. C'est le pouvoir que le cerveau humain a naturellement à travers des heures et des heures et des heures d'efforts. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu sais, il n'est pas arrivé là parce que c'était de la passion. Il est arrivé là parce qu'il était un enfant prodige à l'âge de 11 ans. Il a signé un contrat avec Motown Records, d'accord? Il jouait ça quand il était enfant, heure après heure après heure après heure. Il avait un amour pour le piano. Mais ce n'était pas comme si chaque fois qu'il s'asseyait, il devait être passionné par ça. Il avait la patience de supporter toutes les choses ennuyeuses, d'accord? Alors tu veux découvrir ce pourquoi tu étais destiné, ce à quoi tu as une connexion, ce que tu aimes, d'accord? Quand tu es enfant, idéalement, ou quand tu as 18, 19 ou 20 ans, c'est le meilleur moment pour le découvrir. Ça va? Tu décides, et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de sophistiqué ou de, tu sais, intellectuel. Tu es doué de tes mains, tu pourrais être top. Tu pourrais être excellent avec les images et les visuels. Tu pourrais être bon avec les mots. Tu pourrais exceller partout. Dac? Ils sont égaux, ils sont super. Toi, enfant, tu es naturellement. Je recommande toujours un livre intitulé Les 5 cadres de l'esprit de Howard Gardner, dans lequel il parle des 5 formes d'intelligence que possédent les humains. Chaque cerveau, biogénétiquement, est câblé dans une direction ou une autre. Tu veux savoir que tu veux le sentir en toi? C'est une sensation, pas intellectuelle. Tu sens quand tu fais du sport que c'est bien, c'est naturel, c'est ce pourquoi je suis fait. Quand tu es impliqué avec les mots comme je l'étais à 8 ans, ça semblait juste. Cela semblait naturel. Je dois suivre ce chemin. Quand tu as 3 ou 4 ans et que c'est de la musique comme Stevie Wonder et que tu entends ça dans ta tête, waouh, c'est ça pour moi, non? D'accord? Tu le sens, tu sens cette connexion. D'accord, avance à tes 18 ou 19 ans et fais un choix de carrière. D'accord, alors, j'appelle ça tes 20 ans, la phase la plus importante de ta vie, celle qui va te faire ou te défaire d'une certaine manière. Si tu passes tes 20 ans à essayer d'apprendre une compétence qui te touche profondément, alors des choses vont arriver d'ici à ce que tu atteignes 30 ans. Tu as découvert la mission de ta vie. Cela peut ne pas être précis. Pour moi, c'était l'écriture et les mots, mais je ne savais pas quoi écrire. J'ai essayé les romans, j'ai essayé le journalisme, j'ai essayé le théâtre, j'ai essayé le scénario. Mais tu sais, ça te guide et tu essaies et tu essaies. C'est pour ça que tu es fait. C'est ton destin. Tu te sens lié à ça. Tu l'aimes. Et donc, quand il est temps de faire les tâches ennuyeuses, tu es capable de les faire parce que tu sais qu'à la fin, ça portera ses fruits, tu t'amélioreras de plus en plus, et la connexion est si profonde que ne pas le faire serait misérable. Tu ne peux pas penser que tout dans la vie doit être plaisant et passionnant. Il y aura de l'ennui, de la monotonie. Comment je gère ça? Tu dois ressentir un amour plus grand que le simple plaisir ou la passion. Il faut que ce soit quelque chose de si profond en toi que ne pas le faire te rendra profondément malheureux. Sans écrire ou être écrivain, je ne serais pas en vie. J'aurais été si perdu. C'est ça qui t'aidera. C'est ça une tâche de vie. Quand tu y penses, dans le livre, tu parles de la première phase qui est, tu sais, ton apprentissage sur ton chemin vers la maîtrise. Quand tu es dans cette phase d'apprentissage, tu sais quand tu es peut-être au début de ta carrière, au début de ton parcours pour devenir le pianiste, le violoniste, le podcasteur, l'entrepreneur, peu importe. Quelles sont les choses les plus importantes à être sélectionnées en fonction du travail que tu prends, des personnes que tu fréquentes, ce genre de choses. Si un apprenti de 23 ans écoute ceci dans une boutique de fleuriste,
faire des bouquets de fleurs, et on leur propose 5 différents emplois dans l'industrie de la fleuristerie. Lequel devraient-ils envisager s'ils en sont aux premières étapes de leur apprentissage? Question facile. Merci. Tu veux chercher le travail qui t'offre le plus de possibilités d'apprentissage. Donc, si tu vas chez un fleuriste où il n'y a qu'une autre personne, c'est comme un entrepreneur qui a lancé l'affaire. Et tu vas être comme leur bras droit, et tu vas apprendre, et le salaire est la moitié de ce que tu pourrais obtenir dans ce magasin très chic. Tu pourrais travailler dans un grand magasin où il te paierait le triple. Prends le travail qui paie un tiers, où tu vas apprendre le plus, tu vas apprendre sur le métier, tu vas apprendre depuis le début, et il y aura un niveau d'excitation où tu sais, on pourrait ne pas survivre encore quelques mois. On doit travailler dur, on doit être motivé, on est tous sur la même longueur d'onde ici. Beaucoup de gens, quand ils ont 23 ans, prennent le travail avec le plus gros salaire. Et c'est une erreur. Parce que si tu vas dans une grande entreprise, tu es un peu perdu. Tu n'as pas autant de responsabilités. Tu dois gérer les jeux politiques, les 48 lois du pouvoir. Tu fais pas attention. Tu développes moins de compétences. Tu n'as pas autant de devoirs. Prends le travail, qui a la moitié du salaire, mais dont tu es responsable. Tu vas apprendre et c'est à toi de jouer. C'est la chose la plus importante que tu puisses faire à ce stade de ta vie. Tu dis qu'il y a 3 étapes. Observation fine. C'est ça l'observation profonde. Tu veux dire comme pouvoir observer le travail en cours ou tu veux dire autre chose? Eh bien, cela veut dire. Donc, la plupart des gens, quand ils commencent un boulot, veulent t'impressionner. Je dois me faire aimer. C'est cette direction mortelle dans la séduction et dans la vie. Sois extraverti. Tu veux observer les codes et conventions de ton domaine, les codes sociaux. Tu sais ce qui est un comportement acceptable, ce qui ne l'est pas, les compétences impliquées, les différentes heuristiques, les différentes choses que tu dois apprendre qui créent des compétences. Tu veux être une éponge absorbant ce qui se passe autour de toi. Que dois-tu apprendre? Quelles compétences sont précieuses? Qu'est-ce qui n'a pas de valeur? Qui éviter? Qui imiter? Tu es un laser, tu observes simplement tout ce qui t'entoure sans te préoccuper de toi-même, c'est la véritable observation profonde. You talked about skills. It's great to see and know which skills are important. But acquiring them is the second point when you're in this learning phase in life, skill acquisition. And it ties back to what you said about working in a flower shop next to the entrepreneur you'll be on the ground doing, which also ties back to what you said earlier about parents and children, like putting them in situations where they can do things. Oui. Peu de boulot offrent ça. Beaucoup de métiers n'ont pas le défi, non? Quelle importance? On appelle ça apprendre en faisant. Et tu vois, certaines choses influencent le fonctionnement du cerveau humain. C'est ce que tu veux. Je donne l'image dans l'introduction pour maîtriser la partie de l'allitération ici. Mais le cerveau a un grain. Tu veux travailler avec ce grain. Tu ne veux pas travailler à contre-courant parce que c'est contre-productif. Et un des grains du cerveau, désolé, c'est apprendre en faisant. Quand tu sais, il y a 300 000 ans et qu'on est là à fabriquer des outils en os, en bois, etc., la manière dont la compétence a été transmise à d'autres personnes et n'est pas morte avec une génération était que tu regardais cette personne fabriquer l'outil, puis tu les regardais et tu apprenais et tu les imitais. Avance rapide jusqu'à la période médiévale en Europe où ils avaient des apprentissages, des écoles d'apprentissage. 7 ans, tu apprends la maçonnerie, la menuiserie, n'importe quoi. Pendant 7 ans, tu regardes quelqu'un faire et tu fais pareil. Ainsi fonctionne le cerveau. Tu apprends en faisant, pas en pensant. Pas en pensant « Oh, c'est comme ça qu'on ajuste les choses avec du mortier, etc. » Non, je le fais avec mes mains. L'homme. Le cerveau et la main ont le plus de connexion de toutes les parties de notre corps, car une grande partie de notre pouvoir en tant qu'espèce dépendait de nos mains. Nous n'avons plus beaucoup de cela, mais apprendre en faisant des choses avec ses mains ou en fabriquant des choses est la façon dont le cerveau est câblé. Donc tu veux y aller avec cette approche. Donc tu veux faire des choses, tu veux créer des choses, tu veux apprendre en agissant, pas seulement en parlant beaucoup et tu sais. L'émission est sponsorisée par Airbnb. Je ne compte plus les fois où les Airbnb m'ont sauvé en voyage,
que ce soit, tu sais, récemment dans la jungle à Bali, ou ici au Royaume-Uni, ou en voyage d'affaires en Amérique. Mais je peux aussi penser à tant de fois où je suis resté chez un autre sur Airbnb, et je me suis demandé est-ce que mon logement pourrait aussi être un Airbnb? Et si c'était possible, combien pourrais-je gagner? Il se trouve que vous pourriez être assis sur une mine d'or Airbnb sans même le savoir. Peut-être avez-vous une chambre libre dans votre maison où des amis séjournent de temps en temps. Vous pourriez louer cet espace sur Airbnb et gagner une somme d'argent significative au lieu de le laisser vide. Cette belle famille, cette maison d'hôte, cette annexe où tes parents séjournent, tu pourrais la mettre sur Airbnb et te faire un revenu. Que vous ayez juste besoin d'un peu d'argent en plus pour couvrir quelques factures ou pour quelque chose d'un peu plus amusant, votre maison pourrait valoir un peu plus que vous ne le pensez. En allant sur airbnb.co.uk, vous trouverez la réponse. Hôte. En 2018, tu as eu un AVC. Cela a changé ta vie fondamentalement. Peux-tu me dire ce qui s'est passé et comment cela t'a changé? Eh bien, c'était une expérience terrifiante. J'étais en coma. Je m'en suis sorti et soudain je suis devenu quelqu'un de très physique. Le sport a joué un rôle immense dans ma vie. Je nageais sur de très longues distances. J'adore le VTT. Je faisais toutes sortes de randonnées. C'était crucial pour moi. Chaque jour, je faisais quelque chose de physique pour me changer les idées. Soudain, on me l'arrache. Le côté gauche de mon corps est pratiquement paralysé. Je n'ai aucun contrôle. À ce jour, j'ai encore des soucis. Je ne peux pas nager, pas faire de vélo de montagne, pas faire de randonnée, hein? Je n'arrive pas à penser pendant que je marche. Je peux pas. Pour un écrivain, c'est pas marrant. J'ai dû affronter des merdes jamais vues de ma vie. J'ai eu la vie facile comparée à ça. J'ai dû apprendre de nouvelles compétences de vie, alors que j'ai déjà 62 ans, tu sais? Ce n'est pas facile. Je ne veux pas me plaindre car d'autres affrontent pire. Beaucoup de gens ont un cancer, etc. Mais toute personne qui a eu un accident vasculaire cérébral sait de quoi je parle. C'est très difficile parce que tu peux pratiquer, et pratiquer, et pratiquer, et pratiquer des heures et des heures de thérapie. Je fais plus d'1 heure de thérapie chaque jour et tu ne remarques presque aucun résultat. La frustration te prend 10 minutes pour lasser tes chaussures. Tu ne peux pas boutonner ton truc. Tu dois demander à d'autres de le faire. C'est difficile de couper la nourriture. Tu dois être patient. Tu dois accepter cela. Tu dois trouver une autre façon d'aimer ta vie, d'accepter ces choses que tu prenais pour acquises avant. Et je dis aux gens, je regarde par ma fenêtre maintenant où j'écris et je vois des gens promener leurs chiens et je me mets à leur place et je me dis, mon Dieu, ça doit être tellement génial juste de promener son chien dans la rue. Chose agréable. Il ne voit pas. Tu le prends pour acquis. N'en fais pas une certitude. Comprends que la capacité que tu as maintenant de courir, de promener ton chien, de nager, de taper, elle peut être enlevée. Et apprécie juste ta vie pour ce que tu as, parce que les choses que j'aimais m'ont été enlevées, et j'aurais aimé qu'elles ne le soient pas. Donc j'ai dû m'adapter. Tu sais, quand ça arrive dans la vie, quand tu es victime d'une tragédie ou d'un événement ou d'une circonstance ou de quelque chose qui se produit, il y a souvent un degré d'injustice qui l'entoure. Et quand j'ai lu cet incident en 2018, j'ai lu que c'était une piqûre d'abeille qui avait causé un caillot, qui avait provoqué l'AVC. Ouais, je sais, c'est en fait, je pense, une guêpe, mais si cette guêpe avait bougé, si le vent avait été un peu différent et avait bougé dans cette direction, au lieu de cette direction, peut-être que je n'aurais pas eu d'AVC, tu sais, mais je peux te dire ça. Donc, en mai de cette année-là, l'AVC était en août, en mai, j'avais terminé les lois de la nature humaine, ce qui m'a pris 5 ans, et quand j'ai fini ce livre, je me sentais comme si j'étais près de la mort. J'étais tellement épuisé, j'étais tellement vidé. Tu sais, ma femme était vraiment inquiète pour moi parce que j'avais l'air vraiment hagard. Lentement, je me suis un peu remis. Mais ensuite, en juillet, je suis allé à New York et j'ai oublié mes médicaments pour la tension artérielle que je prends. Ma tension montait. Puis je suis revenu à LA et j'ai marché dans ce parc et l'abeille. La guêpe m'a piqué ici et toute ma poitrine est devenue rouge et c'était comme la sensation la plus insupportable.
Je suis allé à l'hosto. Ils m'ont donné ce médicament appelé prednisone pour soulager les démangeaisons. La prednisone augmente ta tension. Et donc, quand j'ai eu l'AVC, le caillot de sang était juste là où la guêpe m'a piqué. Donc, le neurologue a dit que probablement tout ce cholestérol a été libéré par cette piqûre de guêpe ici, et c'est là que le caillot de sang s'est formé. Mais il y avait toutes ces autres circonstances qui y ont conduit, une sorte de tempête parfaite. Et peut-être que si je n'avais pas eu cette piqûre de guêpe, ça serait arrivé 4 mois plus tard dans des circonstances différentes, et je serais mort. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je conduisais ma voiture quand j'ai eu mon AVC. Ma femme était sur l'autre siège. Elle a vu quelque chose de vraiment étrange sur mon visage. Je ne l'avais pas vu. Elle m'a forcé à me ranger. 90% du temps, je suis seul. Je nage, je fais de la randonnée, je conduis. Ça aurait pu arriver 4 mois après. Elle serait pas là. Je serais mort. Donc je ne peux pas vraiment penser « Oh, si cette guêpe avait été détournée ». Ce serait un bon sentiment, mais c'est trop douloureux pour moi d'imaginer. J'aime penser que, heureusement, quelqu'un était là pour me sauver la vie, car cela aurait très bien pu arriver 4 mois plus tard, car mon corps était épuisé et quelque chose de bien pire aurait pu se produire. Ce parcours que tu as décrit, devoir reconstruire, réapprendre et redessiner ta vie, nous avons tellement parlé du sujet du pouvoir dans cette conversation. À ce moment-là, on dirait que ton pouvoir t'avait été enlevé à un certain degré. Tu sais, tu apprends, en tout cas pour moi, quand je regarde les gens, je les regarde différemment, après mon AVC. J'avais plus d'empathie pour eux. Je suis normalement une personne empathique, mais je regardais les gens pendant la pandémie qui ont attrapé le Covid long, qui faisaient des AVC ou qui vivaient des circonstances terribles. Quand je regarde des personnes handicapées, parce que je suis essentiellement handicapé maintenant, je les comprends. Et aussi, l'autre chose est que lorsque je regarde des gens qui sont vraiment pauvres, qui luttent dans la vie, ils se sentent vraiment dépendants et impuissants. Je l'ai ressenti. Je ne le ressens plus matériellement. Merci Dieu. Mais j'ai plus d'empathie. Je le comprends. Non pas de manière intellectuelle, mais de manière viscérale, physique. Cette sensation de ne pas savoir d'où vient ma nourriture. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Je suis faible, dépendant, impuissant. C'est triste. Je crois que je comprends ce sentiment maintenant à un autre niveau. D'une manière qui m'a touché personnellement. Et c'est très différent de le ressentir de manière intellectuelle. Les phases de ce parcours jusqu'à où tu es aujourd'hui, la première phase après l'incident, tu te réveilles, tu réalises que ta vie a changé. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Que se passe-t-il? Tu as parlé d'impuissance et de dépression. Pour être honnête avec toi, ce qui m'est arrivé, c'était... Juste après, il y avait un niveau de délire dans mon esprit. Je me disais, bon, dans 3 mois, je m'y remettrai. Dans 6 mois, je nagerai. Dans 1 an, je randonnerai. Je me suis illusionné, je ne savais pas à quel point le processus était difficile. Et puis, 6 mois, 8 mois, 1 an plus tard, quand j'ai réalisé que j'avais tort, c'est là que la dépression a commencé. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Je pensais revenir. 4 ans plus tard, je pensais retrouver ma vie, mais non. Tu sais, c'est ça qui a été le plus dur. C'était en fait une année là-dedans, et il y a une phase où tu atteins un plateau où tu ne progresses plus vraiment. C'est la pire partie. Je progresse à nouveau maintenant parce que j'ai un excellent thérapeute, mais j'ai dû faire face à une très mauvaise dépression environ 1 an et demi après que ça ait commencé à se réaliser. C'est ma vie, mec. Je vais toujours avoir ce bras drôle qui se plie. Je vais marcher comme ça. Je ne m'attendais jamais à ça dans ma vie. Alors j'ai dû faire face à cela et j'ai dû trouver un moyen de ne pas me laisser abattre, de trouver d'autres plaisirs et joies dans la vie, etc. Que j'ai. Comment fais-tu pour ne pas te laisser abattre? Je pense maintenant aux personnes qui écoutent cela et qui pourraient avoir leur propre lutte subjective dans la vie. Ils ont perdu leur emploi, ils ont un handicap, peu importe ce que c'est. Quelles sont les stratégies réussies que vous avez déployées pour essayer de rester? Garder la paix.
Eh bien, je ne sais pas combien de cela est applicable parce que je suis à une phase de ma vie où je n'ai pas de soucis matériels, tu vois? Et j'aurais pu avoir une sorte d'AVC où mon corps serait resté intact, mais mon cerveau aurait été endommagé, ce qui est une autre histoire. Cela aurait été pire parce que je n'aurais pas pu écrire un autre livre. Et j'ai un esprit très actif. Donc pour moi, pouvoir écrire un autre livre est mon salut. Donc, quand il est 3 heures de l'après-midi, quand je me mets à écrire, c'est le moment le plus heureux de ma vie. Je me sens en paix. Je suis de retour à mon travail, et j'adore mon travail, et j'adore ce sur quoi j'écris. Ça m'a beaucoup sauvé. Je médite. Je médite depuis environ 12 ans, je crois, peut-être plus. Chaque matin, c'est un rituel. Je médite. Si je le fais pas, ça va pas. Et je n'ai jamais manqué. Un jour, je peux honnêtement dire, et ça me calme, juste, ça me donne une force tout au long de la journée. Alors je me lève à 7 heures. Tu sais, le soleil brille généralement, parce que c'est Los Angeles, et c'est le matin. Je salue le matin, je salue le soleil. C'est comme si j'étais, tu sais, quelqu'un il y a 4000 ans, dans une tribu. Il y a le soleil, c'est un miracle qu'il y ait même quelque chose comme ça. Les oiseaux chantent. Je regarde le lierre, le ciel est bleu, je me calme. Juste, les pensées négatives, intrusives commencent à surgir dans mon esprit. Tu n'as pas fait ça. Tu as un podcast aujourd'hui à 14 heures. Robert, tu veux faire ceci, cela et l'autre, je m'en débarrasse. Je me dis, calme-toi, mets ça de côté. Ancre-toi dans ce qui t'a aidé immensément. L'autre chose, c'est de se rappeler qu'il y a pire que toi. Donc je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Je n'aime pas ce sentiment. En fait, parfois je le retourne. Et je regarde cette personne qui promène son chien ou fait du jogging et je me dis, en fait, je te plains parce que tu n'es pas conscient de la précarité de la vie. Tu ne sais pas à quel point ça peut être enlevé. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est précieux d'être simplement en vie et de voir le ciel et les oiseaux. Je me sens mieux que toi. Je l'ai retourné. Je ne veux pas m'apitoyer. Il y a des gens qui ont pire. Je lis tout le temps dans le journal, tu sais, le cancer, c'est en Ukraine. Je traite beaucoup avec des gens en Iran en ce moment, ce qu'ils traversent. Je n'ai pas à supporter ce genre de conneries, comme être en Iran et gérer ce quotidien. Quelle horreur, tu sais. Ce sont des pensées qui te sortent du moment où tu t'apitoies sur ton sort et te rendent un peu reconnaissant pour certaines choses. Alors ce sont quelques-unes des stratégies que j'ai dû créer pour moi-même. Je trouve ça... Je suppose que c'est puissant d'entendre ces stratégies parce que nous sommes tous pris dans notre perspective étroite et nos propres sentiments subjectifs que nous souffrons ou que la vie est contre nous et cela nous tourmente de nombreuses façons, comme tu l'as vécu après ton AVC. En 2018, y a-t-il autre chose que tu as appris sur la nature du bonheur à partir de cet incident, que tu n'aurais peut-être pas su avant cet incident que je ne comprends peut-être pas pleinement maintenant, toi? Les choses dont je t'ai entendu parler sont l'importance d'un sentiment de but, comment la perspective et la gratitude sont centrales à nos sentiments de bonheur. Mais y a-t-il d'autres observations que tu as faites? Je dis ça de manière égoïste parce que je veux savoir. Eh bien, tout d'abord, je ne veux pas donner l'impression que j'ai tout résolu parce que je suis en cours de route. Il y a des moments où je suis tellement frustré. C'est presque comme si j'avais Tourette. Je tourne en rond, comme si je ne pouvais pas. Tu sais, ça fait déjà 4 ans et mon bras est toujours comme ça et je ne peux toujours pas me brosser les dents comme je veux. Je suis frustré. Donc je m'améliore, mais c'est encore en cours. Je ne veux donc pas donner l'impression que j'ai en quelque sorte maîtrisé cela parce que c'est cela qui m'a maîtrisé. J'ai encore un long chemin à parcourir, mais je m'améliore beaucoup, beaucoup chaque jour. Tu sais, je ne sais pas. Je pense que j'ai un peu tout abordé dans le sens de... Et la connexion? Tu as parlé d'elle. Oui, elle m'a beaucoup aidé. Que Dieu bénisse son âme. Elle a dû s'occuper de moi, tu sais. Et j'étais quelqu'un qui a toujours été fier d'être indépendant. J'étais piégé, c'était une autre chose qu'on m'a enlevée. Je voyageais autour du monde pour des tournées de livres, des festivals de livres, des interviews, des consultations dans différents pays. Je peux encore voyager, mais cela demande beaucoup plus.
J'ai donc perdu mon indépendance. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider avec la nourriture chaque jour. J'ai besoin qu'on fasse des choses pour moi. Et je me sens terrible qu'elle ait été mise dans cette position, mais elle a été très gracieuse à ce sujet. Et elle comprend qu'elle a beaucoup d'empathie parce qu'elle sait ce que j'ai perdu. Donc, avoir quelqu'un dans ta vie, si j'étais seul, je ne pourrais pas gérer ça, mec. Je n'aurais pas pu gérer ça. Ça aurait juste été trop pour moi. Trop déprimant. Cette dépression qui te frappe après 1 an m'aurait terrassé. Je n'aurais pas pu y arriver. C'est donc un aspect incroyablement important. Et juste apprécier les petites choses de la vie que tu sais, c'est un cliché et je déteste dire des clichés, mais tu sais, j'ai ce sentiment presque tous les jours où je regarde quelqu'un et je me dis, et ça doit être, je suis en train de faire du vélo et je vois quelqu'un assis dans un parc, lisant un livre sur un banc, et je me dis, mon Dieu, c'est tellement agréable de pouvoir faire ça, je ne peux plus faire ça, mais je me mets à leur place. Les petites choses de la vie que tu prends pour acquises sont remplies de tant de bonheur et de joie que tu n'y penses même pas. Si cette personne assise sur un banc en train de lire ce livre réalisait seulement ce que pense cette personne qui écrit, peut-être qu'elle ne le prendrait pas pour acquis. Donc, certaines de ces petites choses auxquelles tu ne penses pas ont une importance incroyable, du moins pour moi, les ayant perdues. Je ne sais pas. J'aimerais avoir quelque chose de mieux, mais je pense que ça ne peut venir que de ma propre expérience, je ne peux pas l'inventer. Tes livres tendent à se concentrer sur la nature de la condition humaine, sur ce que nous sommes en tant qu'humains, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'était intéressant parce que, en abordant plusieurs sujets, quand tu parlais de séduction, des 48 lois du pouvoir et de la maîtrise, il y a une part de moi qui, tu sais, a commencé à ressentir un peu, je ne sais pas, sentir un peu trop l'obscurité qui naît chez les humains peut-être. Que nous sommes un peu trop artificiels et manipulateurs et sournois et tout le reste. Et je me demandais, est-ce que j'aime vraiment les humains ? Je suis des leurs. Je suis très conscient d'essayer de me séparer. J'entends des gens parler de la société en interview. Je pense toujours, tu sais, la société ? Je suis humain. Je suis tout ce que tu as décrit de bien des façons. Mais est-ce que ton parcours d'apprentissage sur les humains et la nature humaine t'a rendu personnellement plus aimant ? Cela vous a-t-il rendu plus optimiste envers la race humaine, ou bien l'inverse honnêtement ? Eh bien, cela m'a rendu plus aimant, mais pas plus optimiste, d'accord ? Vous savez, il y a tellement de choses qui semblent aller de travers dans le monde aujourd'hui. Maintenant, il se trouve que la forme de méditation que je pratique est la méditation zen. Et dans la méditation zen, il y a cette idée de ce qu'on appelle le Tathagata, qui signifie, c'était un autre nom pour Bouddha, et cela signifie les choses telles qu'elles sont. Une chose que tu médites est: le monde n'est ni bon ni mauvais, ni laid ni méchant, ni injuste, il est simplement. Les choses sont. C'est juste comme ça que le monde est. C'est la chaîne karmique, la roue du dharma qui tourne depuis des milliers d'années. C'est comme ça. C'est juste l'état des choses. C'est ton esprit qui discrimine. C'est ton esprit qui crée toutes ces choses. Lâche ça, et tu pourras te connecter à la façon dont le monde est sans le juger, et il devient un endroit très beau. Et donc une partie de moi veut penser que c'est juste comme ça que les choses sont, mais une autre partie de moi se dit « ce n'est pas bien comme ça ». Et j'espère que ça changera. Alors, connaissant la nature humaine et sachant comment la nature humaine a tendance à déformer les choses, comment chaque fois que nous inventons une nouvelle technologie, cela peut être le téléphone, cela peut être la télévision, cela peut être Internet, cela peut être la crypto-monnaie ou cela peut être, tu sais, l'intelligence artificielle. Cela tend à tordre, assombrir, dégrader et pervertir tout ce qui était peut-être autrefois beau ou intéressant. Cela m'inquiète pour l'avenir. Donc là, je deviens pessimiste et je m'inquiète, mais ensuite je pense toujours qu'il y a de l'espoir avec les jeunes. Et là, je sors encore un autre cliché. Merde, je vais me tirer après cette interview. Mais j'ai l'impression que quand j'étais jeune, j'étais en colère contre des choses. Je n'aimais pas la façon dont le monde était. C'était Ronald Reagan et Margaret Thatcher et les yuppies et des valeurs moches que je n'avais pas. Je croyais que le monde clochait. J'étais en colère et voulais changer ça. Les jeunes sont comme ça.
Et je pense que beaucoup de jeunes, la génération Z ou la suivante, peu importe comment ils les appellent, ils grandissent dans un monde qui n'est pas sain, qui n'est pas juste. Et quand tu es jeune, tu as toute cette énergie, toute cette physicalité, et tu n'aimes pas ça, tu ne te sens pas à l'aise avec ça. Et je sais que beaucoup de jeunes ne se sentent pas à l'aise. Ils vont se rebeller. Et ils vont dire « Ah, j'en ai marre de toute cette virtualité. Je veux du vrai. Je veux des expériences réelles. » Cet esprit de rébellion dont je vois les germes et les signes me donne de l'espoir. Que ça continue. Parce que je me souviens d'un rêve, le plus mémorable que j'ai jamais eu. C'était il y a peut-être une quinzaine d'années, et j'ai rêvé que j'étais là en l'an 2072 ou quelque chose comme ça. Je me promenais en l'an 2072. C'était les rues de New York. Je me disais, waouh, tout le monde a l'air si heureux. Les humains ont compris comment réussir ici. Ils ont compris ce qui compte. Il y a espoir ici. C'était mon moment dans ce rêve. Ça m'est toujours resté. Peut-être que ça arrivera. Peut-être pas. Je sais pas. Je ne suis pas Nostradamus, mais tu sais, j'ai du mal avec ça. Je lutte avec une partie de moi qui est pessimiste et une autre qui cherche des graines d'espoir, particulièrement chez les jeunes. Et je souhaite vraiment, vraiment, vraiment qu'ils trouvent une solution, parce que ma génération, les générations précédentes, nous avons un peu foutu en l'air ce monde. Ça va pas bien. Et j'espère que cet esprit de rébellion, cette énergie jeune viendra un peu bouleverser les choses et dire « foutons tout en l'air, nous voulons un monde différent ». Nous avons une tradition où le dernier invité pose une question au prochain sans savoir à qui. Et la question à laquelle vous devez répondre est « Dans votre vie d'adulte, quand avez-vous été le plus heureux et pourquoi ?» Et ensuite, entre parenthèses, il est écrit « Es-tu comme ça maintenant ? Pourquoi ?» Eh bien, je dois dire que le moment le plus heureux de ma vie est venu à ce tournant quand j'avais environ 38 ans et qu'on m'a donné l'opportunité d'écrire les 48 lois du pouvoir et c'est sorti et ma vie a changé. Et donc le contraste entre être dans un petit appartement, plutôt pauvre, plutôt désespéré, où les gens commençaient à s'inquiéter pour moi, et soudain les choses se mettaient en place, et je m'amusais, et je vivais toutes ces aventures, et j'avais une somme d'argent raisonnable. Le changement était si radical et si dramatique que c'était extrêmement excitant, tu sais, et c'était presque comme une montée de drogue. C'était vraiment enivrant. Je n'ai plus ça maintenant parce que c'était il y a 25 ans et je suis encore un peu sur cette lancée, mais l'euphorie est retombée. Mais je me souviens dans mon corps à quel point j'étais déprimé et de ce sentiment, et je ne le perds jamais. Je suis très reconnaissant pour ce que j'ai parce que je sais que cela aurait pu tourner très différemment. Donc je ressens toujours ce bonheur initial parce que je sais que si tu as du succès à 24 ans, tu n'es pas prêt pour ça. Tu ne réalises pas comme ça peut disparaître et comme c'est important. Je n'ai jamais eu ça parce que j'ai galéré pendant si longtemps et fait tant de mauvais boulot. Le bonheur, l'euphorie ne sont pas les mêmes, ce n'est pas la même intensité, mais je surfe toujours sur cette vague parce que je sais où j'étais avant que ça n'arrive et ça a été un voyage incroyable. Ma femme, qui a toujours été là pour moi, dit « Tu te rends compte que tu dînais avec Stevie Wonder ?» Quand tu avais 12 ans, tu m'as dit, Robert, que le premier album que tu avais acheté était Inner Visions. Et qu'est-ce que tu te serais dit à 12 ans en sachant que c'est ce qui se passe? J'aurais craqué. Voyage incroyable. Je ne me plains pas. On m'a retiré ma carte de plainte en 1998 quand j'ai publié ce livre. Et donc, je ressens encore les derniers vestiges de cette euphorie de l'époque. Robert, merci. Merci beaucoup. Je suis fan de ton travail depuis ce qui me semble être une éternité. Et ta sagesse, ta volonté d'aborder des sujets difficiles que beaucoup de gens éviteraient,
parce qu'il y a de l'obscurité enchevêtrée dans beaucoup des sujets que vous avez abordés dans certains de vos livres, mais c'est très humain, important comme vous le dites, une obscurité objectivement neutre qui est juste là, et pour vous de la confronter encore et encore dans votre travail, c'est ce qui rend ce travail parmi les plus importants que je pense que quiconque pourrait faire, parce que c'est le travail que beaucoup d'entre nous évitent, mais votre vulnérabilité et ouverture aujourd'hui ont été comme un coup de fouet en termes de gratitude et l'importance de la perception en ce qui concerne notre bonheur et notre sens de l'identité. Alors merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié cette conversation plus que je ne pourrais l'exprimer en mots. Merci beaucoup Stéphane, c'était une excellente interview. Je disais à un drame que j'ai fait des milliers de ces podcasts et je peux dire j'ai fait mes 10 000 heures, je peux dire un excellent intervieweur d'un intervieweur médiocre, et vous étiez dans cette catégorie d'élite. Waouh. Parce que tu poses de super questions, tu écoutes bien et c'était amusant. Merci beaucoup, je suis reconnaissant. C'est très important. Merci Robert. D'accord. Petite parenthèse, comme vous le savez, Blue Jeans est sponsor et soutien de ce podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, Blue Jeans est un outil de visioconférence en ligne qui permet d'avoir des réunions en ligne fluides, rapides et de bonne qualité, sans les bugs que l'on trouve habituellement chez d'autres fournisseurs de réunions en ligne. Tu sais de qui je parle. Ils ont une nouvelle fonctionnalité, Blue Jeans Basic, dont je voulais te parler. Blue Jeans Basic est essentiellement une version gratuite de leur vidéoconférence de haute qualité. Et ça veut dire des expériences vidéo immersives. Tu obtiens cette expérience de super haute qualité, super facile et sans tracas. En plus de l'absence de limite de temps pour les réunions et appels, il offre un son et une vidéo haute fidélité, y compris la voix Dolby. Sécurité experte. Ainsi, vous pouvez collaborer sereinement. C'est tellement fluide que ça a littéralement changé la donne pour moi et mon équipe sans compromettre la qualité. Donc, si vous souhaitez les consulter, cherchez bluejeans.com et dis-moi comment ça se passe. Au cours des 4 derniers mois, j'ai changé mon régime alimentaire, disons. Beaucoup d'entre vous qui ont vraiment prêté attention à ce podcast sauront pourquoi. Je me suis assise ici avec des experts en santé incroyables, et l'une des choses qui m'a vraiment marqué, ce qui a provoqué un grand changement dans ma vie, c'est la nécessité d'avoir ces super aliments, ces aliments verts, ces légumes, et puis une entreprise que j'aime énormément, dans laquelle j'ai investi, qui a sponsorisé ce podcast et dont je fais partie du conseil d'administration, a récemment annoncé un nouveau produit qui correspondait parfaitement à l'endroit où j'en étais dans ma vie, et c'est Huel. Et ils ont annoncé Daily Greens. Daily Greens est un produit qui contient 91 super aliments, nutriments et ingrédients d'origine végétale, ce qui m'aide à répondre à ce besoin alimentaire avec la commodité que Huel offre toujours. Malheureusement, c'est actuellement disponible uniquement aux États-Unis, mais j'espère. Je prie pour que ce soit aussi dispo au Royaume-Uni. Si vous êtes aux États-Unis, essayez-le. Produit incroyable. Je l'ai depuis quelques semaines ici à Los Angeles et c'est une révolution.